chaque matin vous retrouvez votre bureau, ou peut-être votre open space. La tendance aux bureaux ouverts, aux open space, n'est pas nouvelle, mais elle a l'air d'être devenue assez irrésistible. Bien sûr, les open space ont un énorme avantage de coût, qui est qu'on case beaucoup plus d'employés dans le même nombre de mètres carrés une fois qu'on s'est débarrassé des cloisons et des portes. Mais ça n'est pas avec cet argument-là qu'on nous les vend. On leur prête en fait des qualités quasi miraculeuses. Les open space, nous dit-on, libèrent la communication. Ils encouragent les rencontres fortuites et donc la collision fructueuse des idées, ce qui suscite l'innovation. Ils favorisent la transparence. Ils découragent les conversations derrière des portes closes. Bref, les open space n'aplanissent pas seulement les surfaces, ils décloisonnent les mentalités. L'idée qu'en se rapprochant physiquement des autres, on va avoir plus de contact avec eux, n'est pas seulement une idée de bon sens. C'est aussi une hypothèse qui a été souvent vérifiée par des études sociologiques. La proximité, en général, favorise la collaboration. Pourtant, on peut aussi formuler l'hypothèse exactement opposée. La psychologie sociale, en particulier, a souvent montré que des frontières physiques nous sont nécessaires. Elles structurent notre environnement, elles limitent les distractions, et surtout elles matérialisent l'appartenance à un sous-groupe pertinent, ce qui favorise la communication à l'intérieur de ce groupe. Il faudrait donc, si on suit cette logique, pour mieux communiquer, être isolé d'un environnement plus large au sein d'un petit groupe. Nous avons par exemple tous vérifié que dans l'intimité d'une voiture ou d'un compartiment de train, nous nous livrons plus volontiers. Alors qui a raison ? Une étude récente de Ethan Bernstein et Stephen Turban de Harvard a voulu en avoir le cœur net. Pour la première fois, ces deux chercheurs ont étudié deux entreprises avant et après la transformation de leur bureau traditionnel en open space. Ils peuvent donc, mieux que beaucoup d'observations passées, mesurer l'effet de ce changement sur la qualité de la communication. Et pour ça, ils se sont donné les moyens de mesurer cette fameuse communication avec précision. Ils ont pris tous les employés qui étaient volontaires, en l'occurrence presque tous, et ils les ont équipés de ce qu'ils ont appelé des badges sociométriques, avec un accéléromètre, avec une puce Bluetooth, avec un détecteur à infrarouge, qui permet de mesurer précisément le temps passé par chaque personne à proximité de ses collègues, le temps à proximité qui est passé en conversation, etc. Résultat. Le résultat est sans appel. 3 mois après la mise en place des open space, la communication face à face a chuté de 72%. Le volume de communication par email et par message instantané, lui, a grimpé en flèche, respectivement de 56% et 67%. Tout se passe donc comme si l'open space conduisait à remplacer les échanges face à face par des échanges électroniques. Exactement l'inverse de l'histoire qu'on nous raconte. Quand on se pose la question, les explications ne manquent pas. Tous ceux qui travaillent en open space savent qu'il peut être difficile d'avoir une conversation informelle, ou d'ailleurs une conversation franche, quand on se sent écouté. On craint aussi souvent de déranger ses voisins qui sont en train de travailler, même si, comme on le voit souvent, ils se sont isolés sous un imposant casque à réduction de bruit. On peut aussi avoir peur d'être vu en train de papoter et donc de donner l'impression qu'on tire au flanc. En tout cas, tous ces facteurs, dans le bilan de la communication, ont l'air de peser plus lourd que la fameuse vertu des rencontres fortuites. Bien sûr, 2 entreprises ne font pas un échantillon, et il ne faut donc pas tirer de cette expérience des conclusions définitives sur les open space. On peut même parier qu'on verra bientôt d'autres études sur les open space qui produiront des conclusions opposées. Mais la vraie conclusion de cette étude ne porte pas tellement sur les open space, elle porte au fond sur le raisonnement de ceux qui espèrent, un peu naïvement, les utiliser comme un outil de gestion des salariés, de transformation de l'organisation ou de modification de sa culture. Dans leur logique mécaniste, ils croient possible d'utiliser l'aménagement des bureaux pour décréter la coopération entre collaborateurs. Mais, comme le notent ironiquement les auteurs de cette étude, les humains ne sont pas des éléments chimiques qu'il suffirait de rapprocher dans des conditions idéales de température et de pression pour produire la réaction attendue. Comme beaucoup d'autres choses, l'impact d'un réaménagement, c'est aussi une question de contexte. C'est pour ça que les open space, on n'est ni pour ni contre, bien au contraire.